Donc j'arrive dans cette SAS de Morsotte et j'ai la chance d'être l'adjoint d'un capitaine, le capitaine Pichereau, qui est un homme extrêmement rigoureux au point de vue administratif, c'est-à-dire c'est une SAS qui remplit la mission que nous connaissions vaguement, mais là j'insiste là-dessus, c'est très, très dur parce que c'est le malaise peut-être de toute l'armée française. Quelles étaient vraiment nos instructions? Les instructions, c'était un petit peu livré à l'interprétation de chacun. C'était épouvantable, le manque d'instructions. Ce qui fait que dans les SAS, on pouvait, comme mon capitaine, essayer de faire au mieux pour améliorer le sort de la population et passer progressivement, ça veut dire section administrative spécialisée, qui était dans l'esprit des officiers des affaires indigènes de Lyautey au Maroc et des officiers des affaires algériennes en Algérie, une transition vers une administration donnée à la population locale, au maire en particulier, qui s'appelait M. Zaroug, je me rappelle, et donc ça se passait à peu près bien. L'accent a été mis sur l'antenne médicale, on soignait tant bien que mal les gens, on essayait de scolariser, et c'était une ambiance. Jamais dans cette SAS, on a, à ma connaissance, frappé une personne. J'ai eu par écho un de mes Moraznis, mon ordonnance, avec lequel j'avais une complicité très amicale, m'a dit un jour qu'un gendarme dans la bourgade lui avait flanqué une gifle. J'étais assez lâche pour ne pas pousser l'affaire, je n'avais pas de témoignage, et mon Moraznis risquait encore plus, je crois, si j'avais fait un scandale. Bon, mais c'est à peu près la seule violence qui a eu lieu en rapport avec la SAS. Dès que je suis arrivé dans cette SAS, c'est-à-dire début juillet, le maire est venu me trouver pour me signaler l'incursion d'une harka aux ordres d'un capitaine français, c'est-à-dire c'est tout début juillet 1959, à une dizaine de kilomètres de Morsotte, dans une mechta, dans un tout petit hameau. Un capitaine français avec une harka avait fait une incursion, et quand j'ai été amené dans cette mechta, j'ai trouvé un homme égorgé, la plupart des animaux égorgés, les femmes se déchirant le front avec leurs ongles, le front qu'elles avaient couvert de cendre, donc le sang coulait avec la cendre sur leur visage. Elles ululaient sans fin, très fortement, et il n'y avait pas d'hommes, il y avait des enfants évidemment, pas d'hommes, et il y avait des enfants et des vieillards, et les vieillards extrêmement dignes et calmes, une sérénité stupéfiante, nous ont offert le kawa pendant que nous faisions les constatations. Alors j'ai joué ce qui n'était pas évident, je vous dis, faute de toute instruction, de tout cadre. J'ai joué la légalité républicaine, j'ai dénoncé cet abus, cette exaction, cet assassinat à la gendarmerie. Les gendarmes ont commencé leur instruction. Par naïveté totale, d'abord, bon, dans l'ambiance générale, ce genre d'exaction ne soulevait pas l'indignation de l'armée française. Hein. Je crois que ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Mais une chance que j'ai eue aussi, c'est que ce capitaine n'était pas dans son secteur, avait fait irruption dans un secteur qui n'était pas le sien. Et le colonel Kretz, commandant le 26e régiment d'infanterie, qui était à ce moment-là à côté de notre SAS, le colonel Kretz a beaucoup soutenu mon action. Les gendarmes l'ont soutenu, ont
sont allés faire les constatations et ont fait tout un procès sur cette affaire-là. À ma connaissance, 18 mois plus tard, sans aucun résultat. C'est-à-dire ils n'ont absolument pas poussé l'investigation contre un capitaine de l'armée française. Donc je pense qu'il y avait de la poudre aux yeux. Mais il y a eu deux effets bénéfiques. C'est que d'abord, on n'a plus eu, à ma connaissance, pendant 18 mois, de ce genre d'intervention. Et deuxièmement, j'y ai gagné, alors en toute naïveté encore, non pas la naïveté à ce moment-là vis-à-vis des autres militaires français, mais vis-à-vis de la population, la réputation d'un homme extrêmement courageux. Et effectivement, ce que j'ai fait ce jour-là, je ne l'aurais pas fait connaissant le contexte 18 mois plus tard, c'est-à-dire très naïvement, le maire venant me chercher, je dis bon, on prend la Jeep. J'avais un Morazny qui conduisait la Jeep, qui avait, comme toujours, son pistolet mitrailleur. Moi, j'avais mon pistolet d'ordonnance. Nous n'étions absolument pas armés pour aller en plein jour dans un coin qui était théoriquement tenu par les rebelles, qui pouvait être tenu par les rebelles. Et alors, les gens m'ont dit que ils avaient été tout à fait impressionnés par ça. Ils me l'ont dit 18 mois plus tard, quand je suis parti. Parce qu'effectivement, quand les gendarmes sont allés faire les constatations, ils y sont allés, eux, avec une mitrailleuse lourde, des fusils mitrailleurs, enfin avec tout l'équipement militaire nécessaire pour affronter une situation difficile.